Au Gabon, l'opposition est divisée et ne cache plus ses divergences à l'approche des élections législatives. Un scrutin annoncé pour fin avril et qui reste toutefois incertain. On en parle dans ce journal. Au Sénégal, l'élu de l'opposition Barthélémy Dias, proche du maire de Dakar, Khalifa Sall, a été condamné ce mardi par la justice. Il écope d'une peine de 6 mois de prison ferme pour outrage à magistrat. Et puis en Angola, le procès du journaliste Rafael Marquez a été ajourné au 24 avril prochain. Selon le tribunal, il sera jugé à huis clos. Il est poursuivi pour un article écrit en 2016 qui dénonçait la corruption. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Gabon, l'opposition est divisée et ne cache plus ses divergences à l'approche des élections législatives annoncées pour fin avril. Ces législatives déjà reportées 2 fois par le passé sont la première échéance politique majeure depuis l'élection présidentielle de 2016. Un reportage. Le principal opposant, Jean Ping, ancien candidat à l'élection présidentielle de 2016, dont il revendique toujours la victoire, n'est pas opposé à la participation de l'opposition législative à venir, affirme un de ses proches. Ces législatives, déjà reportées 2 fois, sont la première échéance politique majeure au Gabon depuis l'élection présidentielle de 2016. Mais sur ce scrutin plane le spectre des législatives de 2011, boycotté par l'opposition qui avait donné les pleins pouvoirs législatifs au parti au pouvoir, le PDG, Parti démocratique gabonais, avec 114 sièges sur 120. Un boycott ne réduirait-il pas au silence tous ceux qui ont massivement apporté leur suffrage à Jean Ping, se demandait mercredi lors de la déclaration de candidature Alexandre Barraud-Chambrier, fervent soutien de Jean Ping et président du nouveau parti Rassemblement, Héritage et Modernité. Nombre des soutiens de Ping ont ainsi annoncé leur volonté de participer. En plus d'Alexandre Barraud-Chambrier, 2 autres poids lourds de l'opposition autour de Ping sont lancés dans la course. Zachary Miboto, du premier parti d'opposition, l'Union nationale, et Ginzuba Ndama, du parti Les Démocrates. De fait, il n'y a plus de front uni de l'opposition, comme lors de l'élection présidentielle de 2016, où une grande partie des opposants s'étaient rassemblés derrière la candidature de Jean Ping. Depuis, certains se sont rapprochés du pouvoir et ont glané des postes ministériels ou à responsabilité. La presse gabonaise différencie ainsi l'opposition radicale autour de Ping de la modérée, rassemblant ceux qui ont accepté de discuter avec le gouvernement lors du dialogue politique organisé en mars 2017 par le pouvoir. Les divisions de l'opposition étaient flagrantes avec la mise en place du Centre gabonais des élections CGE, chargé de l'organisation des législatives annoncée pour le 28 avril, mais dont la date n'a pas été communiquée officiellement. En République démocratique du Congo, Joseph Kabila et les députés de la majorité présidentielle ont rencontré leurs alliés du Parti lumumbiste unifié. Pendant un peu plus de 2 heures, la communication du président congolais a tourné autour des élections et surtout de la situation sécuritaire du pays. Les détails. Concertation entre le parti au pouvoir en République démocratique du Congo et ses alliés du PALU entendent partis lumumbistes unifiés. Les échanges ont porté notamment sur la question de la situation sécuritaire en RD Congo. Joseph Kabila a aussi mis l'accent sur les élections sans toutefois évoquer la machine à voter. Ce système de vote par écran tactile rejeté tant par l'opposition que par certains partenaires internationaux, dont les États-Unis. Le président congolais n'a pas non plus parlé du fichier électoral. Il s'est toutefois appesanti sur la Commission électorale nationale indépendante qui, d'après lui, est aussi indépendante de la communauté internationale. Joseph Kabila a également réitéré la volonté de son gouvernement de financer entièrement le processus électoral. Outre la question des élections, Joseph Kabila a surtout parlé de la situation sécuritaire dans le pays. Il a regretté de n'avoir pas envoyé les forces de sécurité plus tôt dans le Kasaï. Pour ce qui est du territoire de Béni, le chef de l'État a demandé aux députés non originaires de cette région de faire une descente sur terrain pour se rendre compte des efforts fournis. Un nouveau Premier ministre de consensus, Aristide Gomez, a pris ce lundi ses fonctions en Guinée-Bissau. Il aura pour tâche principale de conduire le pays jusqu'aux législatives de novembre prochain et de mettre fin à une crise politique de plus de 2 ans. Les images.
Quelques heures après avoir été nommé par le président bissau-guinéen José Mario Vaz, Aristide Gomez a prêté serment au palais présidentiel. J'ai eu l'honneur d'avoir été choisi pour diriger ce processus d'animation. Un processus qui va conduire à la création des meilleures conditions pour les prochaines élections législatives. Nommé pour mettre définitivement fin à la crise politique qui dure depuis des années, Aristide Gomez, 63 ans, succède à Augusto Antonio Arthur da Silva, qui, comme ses prédécesseurs depuis la mi-2015, n'avait pas réussi à former de gouvernement, faute d'avoir obtenu le soutien des partis signataires d'un accord de sortie de crise d'octobre 2016. Domingo Simeo Pereira était présent à la cérémonie d'investiture d'Aristide Gomez, tout comme le chef du Parti de la Rénovation sociale, deuxième formation parlementaire, Florentino Mendes Pereira, qui soutenait ces dernières années le président José Mario Vaz. Au Sénégal, l'élu de l'opposition Barthélémy Dias, proche du maire de Dakar Khalifa Sall, a été condamné ce mardi par la justice. Il écope d'une peine de 6 mois de prison ferme pour outrage à magistrat. Plus de précisions à travers cet élément. Barthélémy Dias, maire d'une commune de l'agglomération dakaroise, Mermoz-Sacré-Cœur, dissident de la majorité présidentielle et ancien député socialiste, était jugé par le tribunal de flagrant délit de la capitale sénégalaise, qui l'a en outre condamné à payer une amende de 100 000 francs CFA, soit 150 €. Le parquet avait requis lors du procès le 8 avril 2 ans de prison contre Diaz, qui avait plaidé non coupable des accusations, notamment d'outrage à magistrat, de discrédit sur l'ordre judiciaire et une décision de justice, et d'avoir provoqué un attroupement non armé. Il avait à la barre déclaré souhaiter ne pas rentrer à la maison par solidarité avec le maire de Dakar en détention depuis mars 2017. Si Khalifa Sall couche en prison, alors moi aussi je suis prêt à faire don de ma liberté, avait-il affirmé au juge. Nous rejetons cette décision de justice. Nous pensons qu'elle doit être infirmée. On va faire appel, a déclaré à la presse Maître El Hadji Diouf, un avocat de Dias, après le jugement. Nous vivons les heures les plus sombres de notre démocratie. Aucun homme politique ne peut plus critiquer le fonctionnement normal de la justice. Bonjour la pensée unique, a-t-il ajouté. Partisan fervent de Khalifa Sall, Barthélémy Dias s'en était vivement pris au juge après la condamnation du maire de Dakar le 30 mars à 5 ans de prison et plus de 7 600 € d'amende pour escroquerie sur les deniers publics et faux en écriture sur un montant d'environ 2,5 millions d'euros. Barthélémy Dias et Khalifa Sall sont des dissidents du Parti socialiste PS, membres de la coalition présidentielle. Ils font partie des responsables de ce parti, exclus en décembre pour violence, indiscipline et activités politiques concurrentes. En Angola, le procès du journaliste et défenseur des droits de l'homme Rafael Marquez a été ajourné au 24 avril prochain. Selon le tribunal, il sera jugé à cette date à huis clos. Rafael Marquez est poursuivi pour un article écrit en 2016 concernant le procureur général de l'époque, João Maria de Souza, un article qui dénonçait une affaire de corruption. Reportage. Lundi, le procès a été ajourné au 24 avril à la demande des avocats de l'ex-procureur général qui a mis en avant son ancien statut. Le tribunal a décidé de ce que le procès ne pouvait pas se tenir au palais de justice, mais dans les bureaux du procureur général et à huis clos. Pour Rafael Marquez, cette décision constitue une atteinte à l'indépendance des tribunaux. A questão fundamental a reter aqui é o absurdo de julgamento se... La question fondamentale à garder à l'esprit ici, c'est l'absurdité du procès dont la prochaine session aura lieu dans le bureau du procureur général. C'est très rassurant d'avoir une audience au siège du procureur général, au sein même du ministère public qui porte les accusations. Maintenant, le bureau du procureur sert de siège aux juges qui devraient être en principe impartiaux dans les tribunaux ou dans tout autre endroit neutre. Mais au lieu de cela, c'est au bureau du procureur général. C'est extraordinaire. Mas na Procuradoria-Geral da República, isso de facto é extraordinário. Dans son article mis en cause, Rafael Marquez avait cité le magistrat João Maria de Souza dans une transaction immobilière au relent de corruption, ce qui lui vaut d'être jugé pour outrage. Il encourt une peine pouvant aller jusqu'à 3 ans de prison, de même que Mariano Bras, un autre journaliste qui a reproduit l'article dans un hebdomadaire.
Un des plus célèbres opposants au pouvoir en Angola, Rafael Marquez, a déjà été condamné en 2015 à 6 mois de prison avec sursis pour dénonciation calomnieuse de 7 généraux de l'armée dans un livre accusant le régime de couvrir des violences contre des chercheurs de diamants. En bref, au Nigeria, des heurts ont opposé pour la deuxième journée consécutive ce mardi à Abuja. Les forces de police nigérianes à des manifestants qui réclament la libération d'Ibrahim Zakzaki, leader religieux chiite pro-iranien en détention depuis 2 ans. Le leader du mouvement islamique du Nigeria avait été arrêté en décembre 2015 après des affrontements meurtriers de ses partisans avec l'armée dans la ville de Zaria, située dans le nord du pays. Il est toujours en détention malgré une décision de justice ordonnant sa libération. La police, qui a procédé à plusieurs interpellations, parle de 22 policiers blessés par les manifestants armés de barres de fer et de pierres et de véhicules de la police et du gouvernement détruits. En Libye, le nombre de migrants détenus par les autorités libyennes a enregistré une nette baisse sur 1 an. Il passe donc désormais de plus de 27 000 en mai 2017 à 5 200 actuellement. Reportage. Net recul du nombre de migrants en détention dans les prisons libyennes. Sur 1 an, les migrants détenus par les autorités libyennes ont considérablement diminué, passant de plus de 27 000 en mai 2017 à 5 200 actuellement. À l'origine de cette baisse, l'accélération du rythme de rapatriement des migrants menée notamment par l'Organisation internationale pour les migrations. Avant, il y avait 53 centres de détention affiliés au département pour la lutte contre l'immigration clandestine du ministère de l'Intérieur du gouvernement d'Union nationale. Depuis mai 2017 jusqu'à présent, 20 centres ont fermé et il reste à présent 31 ou 32 centres. Avant, il y avait 27 400 migrants dans les centres de détention. Aujourd'hui, grâce à Dieu, ce nombre est passé à 5 200. Ils sont issus de nationalités qui ne peuvent pas être expulsés vers leur pays d'origine pour des raisons politiques et de sécurité. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés estime à environ 48 000 le nombre de réfugiés enregistrés en Libye. L'organisme international espère évacuer entre 5 000 et 10 000 réfugiés vers des pays tiers en 2018. Depuis la chute du régime du guide libyen Muammar Kadhafi en 2011, la Libye est devenue une plaque tournante de l'immigration clandestine vers les côtes européennes. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.